Madame, monsieur, bonjour. La Formule 1 cartonne en ce moment. Elle est bien aidée par le succès de la série Netflix Drive to Survive et on a des centaines de milliers de spectateurs qui vont voir les Grands Prix et on a des millions de personnes qui suivent ça à la télé ou sur les réseaux. Bref, c'est un carton. Et la bataille assez épique entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre de champion du monde rend cette saison encore plus mémorable. Et moi, je me suis demandé tout bêtement quel était l'impact écologique de la Formule 1, car on tente de remettre de plus en plus en question la place de la voiture dans notre société et en même temps le sport automobile cartonne. On va donc parler de la pollution de la Formule 1 et des ambitions des pilotes et des constructeurs en matière d'écologie. Et pour faire ça, je vais aussi donner la parole à Emmanuel Moine qui est journaliste sportif et grand passionné de Formule 1 qui présente l'émission Les Pistonnés qui est un peu le programme de référence sur la discipline sur internet. Allez, on passe la première et c'est parti. On va poser les bases assez rapidement pour savoir de quoi on parle et en même temps on va nuancer tout ça. Je sais qu'on aime bien maintenant avoir des avis assez tranchés pour ou contre telle ou telle chose sans avoir de juste milieu, mais nous c'est pas ce qu'on va faire. On va exposer des arguments et des faits et ensuite chacun se fera son avis. La première chose à savoir, c'est qu'en 2018, la Formule 1 a émis 250 000 tonnes de CO2. Alors bien sûr c'est énorme dit comme ça, mais on va aussi mettre ce chiffre en perspective parce que c'est un an de compétition à l'international et à titre de comparaison, Roland-Garros en 2 semaines, c'est plus de 150 000 tonnes. Et la Coupe du Monde de foot, accrochez-vous bien, c'est 2 700 000 tonnes. Et même si c'est tous les 4 ans, si on fait la moyenne à l'année, c'est au-dessus de la Formule 1, comme l'avait expliqué Max Verstappen. Comme tu l'as très bien dit, c'est pas le fait de faire courir les voitures qui polluent, c'est plus, on va dire, l'accueil des spectateurs et ce qui s'y passe. Il y a un chiffre, et moi je le dis souvent dans les pistonnés, une quinzaine de Roland-Garros, ça pollue 6 fois plus qu'un week-end de Grand Prix. Mais c'est logique quelque part, parce qu'un week-end de Grand Prix, ça dure 3 jours, et qu'une quinzaine de Roland-Garros, comme son nom l'indique, c'est 15 jours. Ça, c'est, on va dire, c'est l'idée reçue autour de la Formule 1, et c'est une idée reçue qui marche de moins en moins, puisqu'on rappelle que les moteurs, en plus en Formule 1 depuis 2014, sont hybrides, c'est-à-dire que tu as une partie thermique, et tu as une partie hybride, qui est gérée par un moteur électrique qui vient se greffer, on va dire, sur le thermique. Donc quelque part, la Formule 1 est dans le sens aujourd'hui du marché automobile, puisqu'on sait, l'Europe et la Commission européenne a décrété qu'à partir de 2030 ou 2035, il n'y aurait plus de voitures neuves thermiques qui seraient vendues en Europe. Donc quelque part, puisque la Formule 1 est un laboratoire pour construire la voiture de demain, ce moteur hybride aujourd'hui a du sens. Mais tout ça pour dire qu'on peut effectivement critiquer la Formule 1, mais que de manière générale, c'est le sport et les compétitions internationales qui peuvent générer de la pollution. Et la raison, elle est toute simple, c'est que dans la plupart des cas, il y a énormément de transports en avion, que ce soit pour emmener le matériel et le personnel, et ensuite il y a les déplacements des spectateurs, qui viennent parfois de très loin en voiture, et donc forcément il y a toute cette logistique qui est à repenser si on veut faire baisser les émissions de CO2. Les voitures de Formule 1 consomment 75 litres au 100 km. Alors on est loin des 5 km au 100 pour ma Clio, mais malgré tout, l'usage des voitures de Formule 1, elle ne représente que 0,7% des émissions de CO2 de la discipline. 20% sont émis dans les usines et les installations des équipes des constructeurs et des écuries, et le reste, grosso modo, c'est pour le transport. Pour casser cette image de sport polluant, mais qui au final ne l'est pas plus qu'un autre, la FIA, la Fédération internationale automobile, vise la neutralité carbone pour 2030. Alors ça passe notamment par l'arrêt du plastique à usage unique, ou l'utilisation d'énergie renouvelable dans les usines et les sièges des écuries. Et il va y avoir aussi tout un aspect technologique pour trouver le carburant et le moteur du futur. Parce qu'on ne sauvera pas la planète avec juste des gobelets en carton, c'est certain. Il y a l'obligation aussi depuis quelques saisons de recycler les pneus parce que sur chaque week-end, chaque voiture va changer à plusieurs reprises ses 4 pneus et c'est pas des roues de vélo, donc ça représente aussi un certain poids en termes de déchets. L'hybridation est arrivée parce qu'il y avait une nécessité, voire une obligation de communiquer différemment. On ne pouvait plus dire on va aller chercher la performance la plus importante, quitte à utiliser 5 à 6 moteurs dans le même week-end, ce qui pouvait être le cas. Alors j'abuse avec les 5 ou 6 moteurs, mais tu vois, par exemple, je donne un exemple, quand Olivier Panis gagne en 1996 à Monaco, il me semble que dans le week-end, il utilise 3 moteurs. Aujourd'hui, un moteur doit te permettre de faire 5 à 6 courses. Tu vois, lui, il en avait utilisé 3 moteurs dans le même week-end pour aller gagner après. Donc c'est là où tu vois que l'époque a changé. Et encore une fois, je pense que c'est là où il faut bien faire le distinguo. La Formule 1 est passée sur l'hybridation parce que le marché de demain, c'est l'hybridation. Mais l'enjeu majeur, bien évidemment, ça va être le carburant et les moteurs.
même si tous les acteurs de la Formule 1 s'accordent à dire qu'on a déjà une technologie de pointe qui permet une certaine récupération d'énergie et qui permet d'être bien plus efficient que nos moteurs à nous sur nos voitures classiques. Cyril Abitboul, qui était le directeur de l'écurie Renault il y a encore quelques saisons, a même déclaré que si nous, on avait cette technologie dans nos propres voitures, on pourrait faire des économies de l'ordre de 30% sur nos émissions de CO2. La Formule 1, c'est un laboratoire pour les idées qui vont ensuite arriver plus tard dans la société parce qu'on a des millions d'euros qui sont investis en recherche et développement. Bon, après, un volant de Formule 1, ça coûte environ 50 000 euros, donc on n'est pas prêt de voir ça sur une Twingo non plus. Mais malgré tout, il y a des réflexions qui sont faites et qui vont pouvoir ensuite être profitables à tout le monde. Il y a beaucoup de choses que tu utilises dans ta voiture aujourd'hui, typiquement l'ABS. L'ABS a été conçu en Formule 1 et s'est retrouvé 5-10 ans après dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Cyril Abitboul disait quelque chose qui était très intéressant aussi. Il dit au tout début, on a commencé à travailler sur l'hybridation des moteurs, c'est-à-dire avec une partie thermique et une partie électrique. Il dit chez nous, par exemple, ou chez Renault, tu sais, il y a un modèle qu'on connaît tous, on va dire qui est commercialisé aujourd'hui, c'est la Zoé. Il dit les ingénieurs qui ont mis au point la Zoé, au début, nous ont aidé à mettre en place ce moteur Renault hybride. Il dit maintenant la situation, elle s'est inversée, c'est-à-dire que ce sont les ingénieurs du moteur Formule 1 qui donnent aujourd'hui des billes aux ingénieurs des voitures Renault pour construire le moteur de demain. Preuve que tu vois, on va dire qu'on va dans le bon sens, c'est-à-dire que la Formule 1 est bien un espace important de recherche et développement pour toutes ces marques, pour créer justement la motorisation de demain. Et même pour le carburant de demain, il y a plein de réflexions pour justement qu'ils soient ensuite utilisés dans notre quotidien pour qu'on trouve un carburant, un combustible qui soit assez dense pour être accepté par nos moteurs. Là pour le moment, dans le carburant qui est utilisé par la Formule 1, grosso modo, tu as 5% c'est 5% on va dire de bio dans le carburant qu'ils utilisent. L'année prochaine, ils vont passer à 10% et l'objectif pour 2025, mais ça sera sans doute plus 2026, c'est d'être à 100%. Donc ça sera une solution de plus, on va dire, pour inventer cette voiture de demain, la commercialiser et respecter justement le cadre qui a été fixé par la Commission européenne, qui n'est plus de voiture thermique à partir de 2035. Après, il y a aussi la solution de la Formule E, qui est la Formule 1 mais avec des voitures électriques. Mais ça ne fait pas l'unanimité, notamment parce que c'est moins bruyant et donc moins excitant. Et en même temps, l'électrique, ce n'est pas toujours la solution miracle, car il faut produire des batteries avec notamment des minerais qui sont extraits dans des conditions de travail assez exécrables. On exploite les sols et on fait en plus surtout de l'électricité avec du charbon ou du nucléaire, donc avec des énergies fossiles. La Fédération automobile prévoit quand même de mettre en place du compostage sur les sites des Grands Prix et de planter des arbres pour compenser l'empreinte carbone. Bon, c'est un peu la facilité parce que le gros du problème, comme je vous l'ai dit, c'est les déplacements, et donc c'est pas en plantant 3 tilleuls et 2 chênes que ça va régler le problème. C'est un monde de communication, c'est un monde d'image, et Alpine n'est pas en Formule 1 pour la beauté du sport auto. Mercedes aujourd'hui n'est pas en Formule 1 pour la beauté du sport auto. Ils y sont, si tu veux, chacun pour défendre un axe de communication et pour aussi effectuer cette recherche et développement. Même une marque comme Ferrari, par exemple, qui vend des voitures de haut de gamme, des voitures sportives de haut de gamme, aujourd'hui, elle est justement dans cette réflexion et plus que dans la réflexion d'ailleurs, ils vont sortir un modèle hybride aujourd'hui, tu vois, et sans doute qu'ils sortiront même un modèle 100% électrique pour venir concurrencer sans doute Tesla dans les années à venir. Donc si tu veux, ils ont besoin de communiquer à travers la Formule 1, ils ont besoin d'utiliser la F1 comme un banc d'essai, donc la F1 doit suivre forcément cette logique de marché qui va vers plus de grilles, plus d'hybridation et moins de dégagement de CO2. Alors maintenant, on optimise un peu le calendrier pour enchaîner les Grands Prix sur les mêmes continents pour éviter de trop grands écarts, mais ça reste encore perfectible. Donc il y a peut-être quand même des efforts à faire sur la logistique, notamment de tout ce circuit F1, pour trouver, on va dire, quelque chose, un cercle qui soit un petit peu plus vertueux, et pourquoi pas imaginer un calendrier qui puisse commencer par exemple en Asie, qui puisse ensuite basculer, je sais pas, sur l'Amérique du Nord. De l'Amérique du Nord, tu partirais sur l'Amérique du Sud, et puis ensuite, une fois que tu arrives en Europe, tu restes en Europe et tu bouges pas de l'Europe. Là, c'est vraiment, je pense, la clé, en tout cas, qui est très très importante pour la Formule 1, pour trouver une éco-responsabilité qui soit encore plus importante. Et en plus, on ne cesse de rajouter des dates et d'allonger le calendrier. On a 22 Grands Prix cette année, et notamment les derniers qui sont en Arabie Saoudite et au Qatar. On va toucher là un nouveau marché et on va chercher de nouveaux sponsors,
même si bon, ces pays hôtes ne sont pas toujours des modèles en termes d'écologie. Un organisateur, un promoteur de Grand Prix doit payer, si tu veux, un droit de plateau pour être au calendrier. Aujourd'hui, le droit de plateau qui est payé par les circuits du Moyen-Orient, eh bien, il est peut-être, allez, je vais donner un ordre d'idée, mais il doit être entre 4 et 10 fois plus important que ceux qui sont faits qui sont payés par les Grands Prix européens. Bon, bah, la logique du business aujourd'hui pour la Formule 1, c'est peut-être plus d'aller au Qatar, peut-être plus d'aller en Arabie Saoudite que d'être en France ou que d'être en Allemagne, où les gouvernements ne soutiennent que très peu l'organisation de ces événements, où ces événements ne sont pas rentables ou difficilement. Donc voilà, il y a toujours une logique de marché. Il ne faut jamais voir la Formule 1 d'un point de vue naïf, il faut toujours voir ça d'un point de vue aussi marché. Donc c'est-à-dire que si la Formule 1 communique aujourd'hui sur l'écologie, c'est parce qu'elle a intérêt vis-à-vis d'une logique de marché. Si elle communique justement pour qu'il y ait moins de discrimination, c'est aussi bien évidemment dans une logique de marché. Et de la même manière, s'ils vont en Arabie Saoudite, s'ils vont au Qatar ou s'ils vont à Abu Dhabi, c'est aussi pour une logique de marché parce que les consommateurs de voitures haut de gamme, ils sont aussi dans ces pays-là et parce que ces pays-là sont prêts à investir massivement, s'en fichent de perdre de l'argent sur l'organisation d'un événement et sont prêts à payer des droits de plateau qui sont absolument énormes. Toute la problématique, c'est bien celle-ci, c'est que le sport sera toujours générateur de pollution, sauf s'ils vont au Grand Prix à la rame. Et c'est pas près d'arriver. Et c'est le cas pour n'importe quel sport. Et même si d'un côté on a l'écologie qui devient prioritaire, en même temps on a des fédérations qui voient leur sport, leur discipline de plus en plus populaire et donc qui veulent gagner de l'argent. Alors oui, on augmente le nombre de Grands Prix en Formule 1, mais on a aussi en parallèle cette idée d'avoir une Coupe du Monde de foot tous les 2 ans, ce qui serait un impact écologique désastreux et qui serait bien pire que des voitures de Formule 1 qui tournent sur un circuit. Sachant qu'en plus, on va passer de 32 équipes de foot à un mondial à 48 équipes, donc là aussi ça va générer plus de pollution puisqu'on aura 16 nouveaux pays qui vont faire plus de déplacements pour aller disputer cette compétition. Alors oui, tu vas toucher un nouveau public, tu vas augmenter les droits télé, mais tu vas forcément générer plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que même si on conduit des voitures qui consomment énormément, mais qui sont des bijoux de technologie, la Formule 1, ce n'est pas le sport le plus polluant. Il n'empêche que ce n'est pas en plantant des arbres ou en faisant du compost qu'on va effacer l'impact de ces courses aux 4 coins du monde, mais on peut espérer pourquoi pas que la recherche technologique puisse un jour profiter à l'ensemble de la population. En plus, en ce moment, il y a une crise du pétrole, du pouvoir d'achat, il y a une crise autour de l'essence, donc avoir un nouveau carburant qui pourrait servir à tout le monde, ça serait pas mal également. Mais le plus important, que ce soit pour la Formule 1 ou n'importe quel autre sport, il faut optimiser les calendriers et réduire les déplacements parce que c'est de cette manière qu'on va pouvoir diminuer le plus efficacement les émissions de CO2. Alors oui, la pollution elle est visible en Formule 1 parce qu'on voit les voitures justement et leur moteur qui fait du bruit et donc forcément ça nous paraît plus polluant et ça implique beaucoup de déplacements partout dans le monde, mais c'est encore pire pour le foot comme je vous l'ai dit. Faut savoir tout ça, faut pas être naïf sur ce sujet. Et puis voilà, faut peser le pour et le contre. Je dis pas qu'il faut interdire le sport parce que le sport, c'est pas un débat, ça nous procure des emplois, ça nous procure aussi, et c'est le plus important, des émotions. Mais il faut aussi pas occulter l'importance de l'empreinte carbone, surtout que ça devient un sujet qui est de plus en plus majeur dans notre société. Voilà, je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet de la pollution par le biais de la Formule 1 qui est en plein essor en ce moment et qui a forcément cette étiquette de sport polluant, mais pour ensuite élargir le propos et faire une réflexion sur le sport de manière générale et sur l'impact environnemental des grandes compétitions internationales. Enfin, tu vois, il n'y a plus de Grand Prix en Allemagne, par exemple, parce que, notamment aussi parce que le gouvernement, bah, c'est pas positif, on va dire, que le gouvernement vienne subventionner une course de Formule 1. En France, on est quasiment pareil. Tu as un groupement d'intérêt public qui est derrière l'organisation du Grand Prix de France, mais tu verras jamais Emmanuel Macron à l'arrivée du Grand Prix de France. Il est pourtant à l'arrivée du Tour de France, il est pourtant dans le stade pour certains matchs de l'Olympique de Marseille ou de l'équipe de France. Donc voilà, si tu veux, c'est tous ces enjeux mondiaux qui sont plus des enjeux, on va dire, de communication et de business vis-à-vis du consommateur, plutôt qu'un réel impact ou empreinte carbone de 20 voitures qui vont tourner pendant 69 tours à Interlagos ou ailleurs. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et pensez aussi à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup à Emmanuel Moine pour sa participation. Retrouvez très régulièrement l'émission Les Pistonnés sur YouTube ou sur les réseaux et je vous mettrai tout ça en barre d'infos, en description pour que vous alliez jeter un coup d'œil. Nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, attachez vos ceintures et tenez-vous informés. Ciao!